Et donc, je vais partir d'une définition de l'intermondialisme qui me permet de réfléchir sur ce qu'ont apporté ces insurrections par rapport justement au mouvement intermondialiste. Donc, pour moi, l'intermondialisme, c'est pas les forums sociaux mondiaux. En tout cas, ça se résume pas aux forums sociaux mondiaux. L'intermondialisme, de mon point de vue, donc c'est une hypothèse, j'ai développé ça dans le livre sur une stratégie intermondialiste, l'intermondialisme, c'est la réponse des peuples au néolibéralisme. Donc ça commence aux 80, fin des années 70, début des années 80. Et il y a plusieurs phases de l'intermondialisme, puisque c'est une période longue. La première phase de ce mouvement intermondialiste, elle est dans le sud, parce qu'on est face à une recolonisation, et elle se fait autour des mouvements contre l'ajustement structurel et contre la dette. Et ça, c'est ce qui est dominant dans le mouvement de contestation et de refus de la fin des années 70 et du début des années 80. Et puis après, il y a une deuxième phase qui correspond à un autre passage du néolibéralisme qui cherche à construire le système institutionnel de son hégémonie à travers les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, proposée comme nouvelle forme d'organisation internationale. Et la deuxième phase de l'intermondialisme, c'est les luttes contre les institutions internationales du néolibéralisme et contre l'OMC, et qui se traduit notamment par les grandes manifestations qui vont de Nice, Gênes, et dans la plus importante est Seattle, évidemment. Et là, on passe à une troisième phase de l'intermondialisme, qui est les forums sociaux mondiaux, en réponse à la fois à Davos et à l'OMC, etc., et qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, nous allons commencer une quatrième phase. Nous sommes dans une quatrième phase de l'intermondialisme, qui inclut et qui nécessite le renouvellement, la réinvention des forums sociaux mondiaux. Donc voilà, c'est mon hypothèse. Dans cette hypothèse, justement, les insurrections de 2011, qu'on appelle le printemps arabe, ou les révolutions arabes, ou les insurrections, peu importe le nom qu'on leur donne, qui commencent à Tunis en 2011, c'est le passage de la troisième phase à la quatrième. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, ça commence à Tunis, comme vous savez, et les deux premiers pays dans lesquels ça se passe, c'est la Tunisie et l'Égypte. Puis après, ça dérape dans le reste de la région, avec le Yémen, Bahreïn, la Syrie, l'Irak, etc. Bon. Et puis ça s'étend à la Méditerranée. Et puis ça traverse l'Atlantique, et voilà, etc. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce mouvement qui est en même temps, de mon point de vue, dans le courant intermondialiste, je vais vous expliquer pourquoi, il reprend un certain nombre de ces hypothèses, et en même temps, un passage à quelque chose de nouveau. Dans le mouvement de Tunis, c'est très intéressant parce que il y a, d'une certaine manière, le programme de passage de la période précédente à la période à venir. Et donc, ça s'exprime assez facilement contre les discriminations et contre les inégalités. Contre les inégalités et contre les discriminations, ça c'est fondamental. D'ailleurs, quelque chose qui est très intéressant, c'est que l'an dernier, Davos a accepté l'idée que la question principale dans le monde, c'était la question des inégalités. Ce qui montre quand même que, idéologiquement, il y a eu des batailles importantes. Donc, inégalité, discrimination. Deuxièmement, domination. Parce que la décolonisation n'est pas terminée. Troisièmement, la question écologique a été, au début, assez faible, mais pas absente, notamment à travers la question de l'eau et la question des phosphates en Tunisie. Et la question, c'est difficile à définir, de la démocratie qui est en réalité la question des libertés.
la demande de démocratie, c'est la demande d'un système qui préserve la liberté individuelle et collective, et pas des formes juridiques de fonctionnement des institutions qu'on appelle démocratie. Et puis, il y a quelque chose de nouveau qui s'est exprimé à Tunis, et qui est, à mon avis, la question fondamentale aujourd'hui, c'est la question de la corruption. Et donc la question de la corruption est arrivée comme étant le premier élément, d'ailleurs, en plus. C'est là-dessus que les premières manifestations ont eu lieu. Et la question de la corruption, c'est celle qu'on retrouve dans tous les mouvements qui ont suivi Tunis. Que ce soit en traversant la Méditerranée, l'Égypte, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, que ce soit les Occupy, que ce soit les Carrés Rouges, que ce soit les étudiants chiliens, que ce soit la place Taksim, à Istanbul, des vingtaines, enfin, je sais pas, il doit y avoir 40 ou 50, le Mexique, 40 ou 50 mobilisations qui ont entraîné des millions de personnes dans la rue, des millions à chaque fois, sur la question de la corruption. Mais la corruption, c'est pas le bachiche, bien que ça désigne exactement l'évolution des formes de pouvoir, et notamment des formes de pouvoir patrimoniales entières. L'État est contrôlé par des oligarchies patrimoniales et rentières un peu partout. Mais c'est aussi une question beaucoup plus importante, probablement. La corruption, c'est la fusion du politique et du financier, qui abolit le politique et qui explique à la fois le rejet et la défiance par rapport aux formes politiques qu'on peut voir un peu partout dans le monde. Donc voilà ce qu'a apporté le mouvement des révolutions arabes, disons. C'est d'une certaine manière, ça a confirmé un programme d'émancipation, et ça a confirmé l'analyse qui pouvait être faite de la situation. Ça, c'est le premier élément. C'est pour ça que je dis que ça se situe dans le mouvement intermondialiste. Mais la deuxième raison, c'est que ça a repris toute une partie des éléments de culture politique portés par le mouvement intermondialiste. Notamment l'idée de la diversité comme question fondamentale. Diversité qui est une question théorique, qui n'est pas une question d'organisation. Richard disait tout à l'heure dans le mouvement intermondialiste, la marche mondiale des femmes et le mouvement féministe a joué un rôle très important du point de vue culturel. Parce que quand les femmes ont dit on n'est pas une contradiction secondaire, donc on ne subordonnera pas notre lutte contre l'oppression à d'autres luttes. Mais tous les mouvements ont dit ça. Les peuples indigènes, tous les mouvements ont dit ça. Et donc c'est un fondement de culture politique qui construit l'intermondialisme. Et ça, on l'a retrouvé dans les révolutions dites arabes, en tout cas à Tunis, en Égypte, et ensuite on l'a retrouvé en Espagne, on l'a retrouvé dans tous les autres pays. Donc cette question de la culture politique, c'est vraiment un élément très très important. Et l'autre élément que ça a montré à Tunis, ça a été très clair à Tunis et en Égypte et partout ailleurs après, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération, et qui n'est pas une génération d'âge, c'est une génération culturelle. C'est quoi cette nouvelle génération? C'est la transformation des sociétés fondamentales, c'est-à-dire la scolarisation. Vous savez, finalement, depuis la décolonisation, l'élément fondamental de transformation des sociétés, c'est la scolarisation. En 68, 20% de la classe d'âge était à l'université. Bon. À la décolonisation du Congo, Kinshasa, il y avait trois bacheliers, dont 2 à Bruxelles. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de personnes dans l'enseignement supérieur.
Donc, la scolarisation, c'est un élément massif. Et cette scolarisation, elle a eu une double conséquence. Une première conséquence, ça a été l'immigration déqualifiée, qui a effectivement eu une très grande conséquence, et qui fait qu'aucune génération n'est isolée comme elle l'était avant, avec la question des réseaux sociaux, de l'Internet, etc., et le fait que les générations sont dispersées dans le monde. Et la deuxième grande conséquence, c'est les diplômés chômeurs. C'est la précarisation des scolaires. Ah, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu. Et ça, c'est un changement de culture politique assez profond parce que la demande d'émancipation, évidemment, n'est pas la même. Ça change des choses fondamentalement, y compris pour nous, par rapport à ce que nous avons comme proposition ou comme projet d'émancipation. Donc, je pense que cette nouvelle culture politique est très importante. Et l'autre élément très important aussi, c'est que on se rend compte, dans le mouvement intermondialiste couronné en quelque sorte par ces insurrections de 2011, que la question se pose au niveau des grandes régions. Et ça rappelle quelque chose. La démocratisation se fait par grandes régions, elle ne se fait pas seulement pays par pays. La démocratisation de l'Europe du Sud, ça s'est fait par la sortie des dictatures en même temps en Grèce, en Espagne et au Portugal. La démocratisation de l'Amérique latine, ça s'est fait en même temps avec la sortie des dictatures par rapport au plan Condor, etc. Et donc effectivement, ça veut dire que c'est pas le débat sur l'Europe, c'est pas l'Union européenne, c'est l'idée effectivement de la nature des grandes régions dans la mondialisation aujourd'hui. Et donc, et de la nature politique et culturelle des grandes régions. Donc voici quelques éléments que nous laissent les révolutions dites arabes. Alors évidemment, le problème c'est que dès 2013, on est dans la contre-révolution. Et ça nous rappelle quelque chose quand même, c'est qu'en général, toutes les révolutions sont suivies de contre-révolutions et qu'en général, les contre-révolutions durent beaucoup plus longtemps que les révolutions. Nous savons avec la Révolution française, évidemment, on l'a appris avec beaucoup d'autres choses. Et donc, les révolutions ne se font que dans la durée, ce sont des périodes longues, ce sont des révolutions. Et donc, si on veut avoir une référence historique par rapport à ce qui se passe dans le monde arabe aujourd'hui avec la violence des contre-révolutions qui est en cours, si on veut avoir une idée, la référence qui s'impose un peu, c'est la révolution en Europe des nationalités de 1848. On a beaucoup de similitudes d'une certaine manière, c'est pas du tout la même chose, mais enfin quand même. Mais ça rappelle que 1848, il n'y avait pas Internet, mais en 2-3 ans, ça s'est étendu sur une grande partie du pays européen, et que ça n'a pas gagné tout de suite. Il a fallu attendre 50, 60 ans pour que les États-nations sortent finalement de la révolution de 1848. Donc je pense que les révolutions arabes sont en cours. Et beaucoup de choses vont se passer, mais que pour l'instant, nous sommes dans les contre-révolutions. Effectivement, si on parlait des formes d'organisation, d'auto-organisation plutôt que d'autogestion qui se sont passées pendant ces moments-là, elles sont passionnantes. Elles sont passionnantes. Sur Internet, il y a quelqu'un qui a fait une étude sur la manière dont était utilisée la place El Tahrir au Caire. Elle a été auto-organisée de manière incroyable, enfin vraiment avec une capacité d'auto-organiser. Elle a été à la fois protégée et auto-organisée. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans toute une série de nouvelles luttes qui suivent et qui montrent que ce n'est pas arrêté. Par exemple, encore ces dernières semaines, à Tataouine en Tunisie, à la frontière libyenne, il y a des mouvements de jeunes qui se sont auto-organisés, qui ont d'ailleurs
arrêter les vitrines pétroliers, dans le Rif, au Maroc, en Algérie, un peu partout, on voit bien qu'il y a des formes d'auto-organisation de mouvements qui sont des mouvements de jeunes, au sens où je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une nouvelle génération culturelle, pas seulement de jeunes, voilà, et qui évidemment après sont très différents parce que ça dépend des situations. En Tunisie, par exemple, l'existence du GTT a fait que la révolution tunisienne a pris des formes qu'elle n'a pas prises ailleurs, parce que le mouvement syndical était suffisamment fort. Donc effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui est en cours, qui est tout à fait passionnant. Alors le problème, c'est que nous avons deux contre-révolutions. On a une contre-révolution qui est portée par des régimes, des anciens régimes, et qui éclaire ce qu'étaient ces anciens régimes. Ces anciens régimes, ce sont des régimes rentiers, patrimoniaux, appuyés ou en alliance, d'ailleurs pas appuyés, en alliance avec des forces militaires, avec des armées, ou des polices. En Tunisie, c'était plutôt une police. En Égypte, c'est évidemment une armée. En Égypte, l'armée, c'est une puissance économique. Elle a ses usines, elle a ses... Enfin, c'est pas... Donc, effectivement, ça fait partie du pouvoir. Certains avaient pensé que les révolutions dites arabes allaient se faire très vite en référence aux révolutions de l'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'on allait avoir, finalement, une période non violente de 10-15 ans qui permettrait d'asseoir des nouveaux régimes. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que les régimes patrimoniaux, alors pour ceux qui sont intéressés, je pense que celui qui a le mieux travaillé ça, c'est Gilbert Achcar, qui a fait plusieurs papiers tout à fait intéressants et qui raconte très très bien, justement, la nature de ces... Donc, il y a une contre-révolution des anciens régimes, et il y a une contre-révolution islamiste. Forces islamistes. Évidemment, ces forces islamistes, contrairement à ce qu'ils pensent, ne sont pas tombées du ciel. On retrouve les deux courants qui ont lutté pour la décolonisation. Les courants islamistes, par exemple le Mahdi au Soudan, c'était quand même des courants islamistes organisés. Voilà, bon. Donc les courants islamistes existent depuis très très longtemps dans la région, mais ils avaient été d'une certaine manière contenus et battus politiquement par les courants bassistes et nassériens. Les courants bassistes et nassériens, c'est quelque chose de très passionnant. Ces courants, en fait, c'est dans la région la concrétisation de l'alliance de Bakou. C'est la concrétisation de l'alliance de l'intelligence de Zinoviev et de Lénine, qui, effectivement, en 1920, ont proposé l'alliance stratégique entre les mouvements de libération nationale et les mouvements communistes. Auparavant, ils se faisaient la guerre. Hein. Et ensuite, effectivement, à Bakou, il y a eu une alliance, un renversement, une alliance stratégique, qui a mis beaucoup de temps d'ailleurs à passer. Hein. Le PC français étant un des derniers à être rentré dans cette alliance, notamment comme on l'a vu sur l'Algérie, mais enfin, en tout cas, c'est quand même une alliance stratégique mondiale. Cette alliance stratégique mondiale, c'est un des plus beaux exemples d'une alliance stratégique, parce que, effectivement, ça a gauchisé, entre guillemets, tous les mouvements de libération. Et en même temps, ces mouvements cette alliance a permis, finalement, d'encercler l'impérialisme. De 1920 à 1970-80, on a une montée en puissance avec les révolutions chinoises, vietnamiennes, cubaines, enfin bon, avec l'ensemble de la manière dont ça se passe, et qui est cassée à peu près en 1965 avec la rupture entre le Parti communiste chinois et le Parti communiste soviétique, et puis qui est cassée ensuite. C'est ça le temps long. C'est ça le temps long. Et donc, le néolibéralisme se construit sur l'échec
enfin pas l'échec, la défaite, c'est pas un échec, la défaite de cette alliance. Dans le monde arabe, ou dans le monde dont nous parlons, l'échec de cette alliance, elle est construite à partir de l'utilisation d'Israël pour casser cette alliance. Et notamment à partir de la première tentative 1956, on est encore dans la Suez, on est encore dans la décolonisation, et surtout 1967. La guerre de 1967 qui fait exploser la région et qui est l'échec du nasserisme et du baasisme en Irak et en Syrie. Il y a donc une stratégie occidentale, je dirais, occidentale, pas seulement américaine, parce que Suez, même les Américains avaient compris que c'était peut-être pas génial. Mais donc, à partir de Suez, les alliances bassistes et nassériennes qui s'étendaient sur la région du Moyen-Orient et sur le Maghreb éclatent. Et donc il y a une décomposition d'une certaine manière avec le ralliement de Sadat en Égypte, avec les difficultés, la montée des bassistes en Irak et en Syrie, et en fait, si vous voulez, cette région qui, dans les suites de l'Empire ottoman, avait une certaine homogénéité, etc., elle reposait sur l'idée que il y avait 4 puissances qui étaient la Turquie, l'Égypte, l'Irak, Syrie et l'Iran. Et donc, effectivement, construire une région qui pouvait avoir une autonomie par rapport à l'impérialisme, ça voulait dire ça. C'est ce que proposait, d'une certaine manière, à la fois Nasser et le Bas-Syrien. Bon, c'était compliqué. Mais il y avait quand même une stratégie commune qui avait été portée par Nasser à un moment donné, et auquel l'Algérie s'était ralliée ensuite, comme puis la Libye, etc., et qui consistait à dire il faut une région pour pouvoir exister par rapport à l'État. C'est effectivement les guerres, 67, 73, etc., qui liquident ce projet et qui font monter en puissance des régimes entiers, et en même temps, il y a l'éclatement de cette région, en même temps, il y a la révolution iranienne, qui est l'entrée, la montée en puissance de l'islamisme comme candidat pour une forme d'émancipation. Ça nous choque un peu de dire ça, mais pour eux c'est ça, en tout cas. Et donc on arrive à ces deux contre-révolutions, enfin non plutôt les régimes et puis les courants islamistes qui se construisent évidemment à travers l'Iran et puis ensuite 1985 en Algérie, qui sont des moments très très forts de la montée en puissance de l'islamisme comme revendiquant une place sur l'ensemble de la région euro-africaine. Bon, et donc effectivement, l'échec du projet communiste comme projet mobilisateur à tendance universaliste se traduit par la montée en puissance de ces courants et de l'islamisme. En même temps qu'il y a cette déstabilisation, en même temps, il y a la construction de la réponse occidentale autour de l'Arabie saoudite et du Golfe, plus que ça, du Golfe, comme effectivement point d'appui. Et donc comme réponse à la montée iranienne. Et qui instrumentalise les divergences entre chiites et sunnites, exactement comme tous les tribalismes sont instrumentalisés par la colonisation, qui instrumentalise, parce qu'il n'y a pas de vrai. D'ailleurs, on voit bien que, par exemple, le Qatar est sunnite, mais il appuie les chiites, donc c'est pas vraiment des guerres de religion, hein.
c'est des guerres instrumentalisées, donc c'est le Golfe, enfin disons les puissances du Golfe, justement, instrumentalisent pour s'opposer justement à ce qui était au début la montée de l'islamisme, c'était l'Iran. Et donc on en est là, et donc la question pour les révolutionnaires de cette région, c'est une question très compliquée. Est-ce que il faut refaire une alliance de Bakou avec les islamistes? Enfin, je suis un peu provocateur. L'idée est la suivante. Comment va évoluer les courants islamistes? Effectivement, les courants islamistes sont en pleine contradiction. Un des très bons exemples qu'on a eu, c'est l'exemple de la Tunisie. Il faut se rappeler quand même que les mouvements sur le Maroc, il y a eu un grand débat dans le mouvement de soutien et dans les mouvements marocains. Est-ce qu'il fallait défendre les islamistes qui étaient en prison? Et la réponse avait été oui. Et donc il y a eu des moments dans lesquels il y a eu des alliances entre les différents courants qui sont des courants totalement contradictoires. L'idée, c'est est-ce qu'il y a des évolutions possibles des mouvements? Quelles sont les évolutions possibles des mouvements islamistes? Et effectivement, les positions possibles des mouvements islamistes sont très diverses. Il y a en même temps dans les mouvements islamistes un courant wahhabiste, contrôlé par l'Arabie Saoudite. Il y a un courant des frères musulmans qui est un courant sunnite qui cherche l'alliance avec les chiites. Et il y a le courant Daesh et les courants djihadistes. Et donc, il va y avoir des contradictions extraordinaires dans les courants. Donc, le problème est de ne pas unifier les islamistes, de les diviser pour qu'une partie d'entre eux puisse effectivement basculer ou participer à des formes de résistance, d'une certaine manière. Hein. C'est pour dire qu'on est dans une période de grande rupture. On est dans une période de grande rupture, et on parlait du Brésil tout à l'heure. Bon. Et bon, le PSU nous a appris un peu ça. Comment, à un moment donné, l'alliance avec la gauche chrétienne est un élément fondamental de changement des rapports de force dans une situation. Et au Brésil, la construction du PT s'est faite avec des courants trotskistes, maoïstes et les comités théologiques de base. Et même certains courants évangélistes que l'on voit ressortir aujourd'hui. Parce que dans le PT, au début, il y avait des courants évangélistes contre la dictature. Donc, le problème, c'est que c'est le projet politique qui permet de construire l'alliance. C'est pas le fait que, finalement, on va avoir les mêmes idées sur la laïcité. À mon avis, c'est le problème principal. Actuellement, Gilbert Achcar, par exemple, quand on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu penses par rapport à la situation, il dit, finalement, le mieux serait de pousser à un rapprochement entre les deux contre-révolutions, entre les régimes dictatoriaux et les islamistes. Parce que le pire pour la gauche, c'est de chercher systématiquement à s'allier avec l'un contre l'autre. Et c'est ce qu'on voit en Syrie, c'est ce qu'on voit un peu partout. À partir de là, il y a beaucoup de réflexions. Effectivement, on est dans une situation de rupture géopolitique fondamentale avec la fin de l'hégémonie américaine. Sur cette question géopolitique,
la construction d'un monde, enfin, l'évolution vers un monde multipolaire est quelque chose qui entraîne plein de contradictions nouvelles. Parce que la référence du système international, c'était le monde bipolaire. On est passé dans un monde unipolaire, et là, on est tendanciellement vers un monde multipolaire. Et dans le monde multipolaire, les puissances régionales sont beaucoup plus autonomes. Donc, ça accentue les risques de guerre. Et en même temps, la réponse de l'impérialisme, qui reste quand même le plus important, c'est une stratégie de la déstabilisation. Alain Joxe a très bien analysé dans son dernier livre, parce que finalement, à la limite, on voit bien, l'exemple de l'Irak, c'est l'exemple parfait, c'est que si vous n'êtes pas assez fort pour occuper et diriger, diviser. Et s'il y a suffisamment de conflits, de guerres, etc., ben, vous pouvez garder le territoire utile. Ça demande beaucoup moins de force. Donc il y a une évolution, y compris des stratégies militaires, qui est très très importante, et dans lequel il y a beaucoup plus de choses qui se jouent, évidemment. Heureusement que pour l'instant, les Chinois ont l'air de garder la tête froide, puisqu'ils viennent de déclarer qu'ils feront pas l'erreur de Brejnev, et ils ne vont pas armer pour répondre aux États-Unis. Parce que la proposition qu'a faite Carol Trump, c'est nous allons lancer un bouclier de missiles, etc., pour obliger comme on a fait pour l'Union soviétique, pour les obliger à armer et donc à ne pas pouvoir mener à bien leur programme de développement de leur petite bourgeoisie, etc., de leur classe moyenne. Et ils ont dit, nous ne ferons pas la même erreur, nous n'allons pas suivre la course aux armements. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un débat général de géostratégie militaire, et qui est tout à fait possible. Bon, alors, je voudrais terminer juste en citant deux trucs, c'est que deux éléments, c'est là qu'on retrouve l'idée sur quoi va se reconstruire la nouvelle phase du courant altermondialiste, qui est la suite un peu de 2011. Ce sont les nouveaux mouvements des 3 ou 4 dernières années, qui sont extrêmement riches et nouveaux. Il y a une offensive extrêmement forte, notamment de nouvelles idéologies fascisantes, etc. Donc, disons, les nouveaux monstres dont parlait Gramsci, c'est racisme, bouc émissaire des migrants, xénophobie, voilà. Eh bien, mais les sociétés résistent mieux. Donc, il y a des résistances. Il y a aussi des formes de lutte, notamment Black Lives Matter, ou des formes de lutte des minorités, entre guillemets, enfin, en tout cas, qui s'organisent de façon très déracisée, etc. Et puis, il y a les mouvements comme Notre-Dame-des-Landes, Standing Rock, et donc dans lequel on retrouve de cette manière toute une série de formes nouvelles qui sont dans la continuité de l'intermondialisme. Il ne s'agit pas de revendiquer, on peut dire que politiquement et culturellement, il y a quand même une continuité entre ces nouveaux mouvements et donc comment reconstruire à partir de ces mouvements une nouvelle étape. Et là, je terminerai là-dessus. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que, bon, la résistance, à la limite, c'est pas facile à faire, mais c'est facile à imaginer. Par contre, à partir de cette question, il y a quel est le projet alternatif que l'on peut construire. Richard parlait tout à l'heure de la montée en puissance du mouvement intermondialiste en Amérique latine et du rôle qu'il a joué. Le moment le plus important, ça a été Belém en 2009. Parce que Belém en 2009, il y a eu en même temps des propositions de résistance, c'était notamment le programme qui a été développé notamment par Attac, sur
contrôle de la finance, etc., paradis fiscaux, enfin bon, qui a été repris d'ailleurs par la Commission Stiglitz des Nations Unies, absolument ça, dans le Green New Deal. Mais il y a eu aussi pour la première fois, un ensemble de mouvements, le mouvement des femmes, le mouvement des peuples indigènes, le mouvement des paysans, via Campesina, le mouvement écologiste, ont dit finalement, c'est la transition écologique, sociale et démocratique. C'est à peu près ça comme projet. Et c'est un projet qui a été élaboré, parce qu'avec des nouveaux concepts, le bien commun, ce que tu as cité tout à l'heure, le buen vivir, etc. Donc effectivement, quelque chose qui a... Mais alors donc, on a la question, même pour résister, il faut un projet. Alors là, on a effectivement une grande difficulté. Je laisse de côté les projets de la bourgeoisie, mais qui sont très intéressants à étudier, parce que je pense que dans la bourgeoisie, il est possible que se développent des contradictions fortes entre la bourgeoisie extractiviste, pour simplifier, et la bourgeoisie de la Silicon Valley. Pas possible. Donc il y a des choses qui vont... Mais regardons, nous, les projets des mouvements. De ce point de vue, nous avons toujours dit qu'il y avait une liaison entre les bases sociales et le projet. Mais cette base n'est pas déterministe. C'est pas la classe ouvrière, le socialisme. Donc effectivement, c'est pas... Bon, alors donc, ça veut dire que il y a des liaisons beaucoup plus compliquées entre base sociale et projet. Or, actuellement, nous sommes confrontés à 3 bases sociales projets. Il est très difficile de faire converger. En France, c'est caricatural, mais c'est partout dans le monde. C'est pour ça que c'est intéressant. Il y a une base projet qui est la loi travail. Le mouvement contre la loi travail, c'est clair, il y a une base sociale, il y a un projet, et la base sociale, c'est la partie stable des salariés, des techniciens, des enseignants, Il y a une deuxième base projet qui en France a été assez bien représentée par Nuit debout, et qui sont les scolarisés précarisés. C'est elle qu'on a retrouvée à Tunis, avec les chômeurs diplômés, c'est elle qu'on retrouve avec les étudiants chiliens, avec l'endettement des étudiants, c'est elle qu'on retrouve avec Anne Commune à Barcelone. Donc effectivement, il y a une base sociale de scolarisés précarisés, et qui n'est pas la petite bourgeoisie. Enfin, qui n'est pas réductible à la petite bourgeoisie ou aux bobos, comme on dit. Ah oui, non, c'est les bobos, ça va. Nuit debout, c'est les bobos. Bon, alors n'en parlons plus. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est les scolarisés précarisés, et ça, c'est quand même massif. Et la troisième, ce sont les discriminés, et les quartiers pauvres. Voilà. Et donc, effectivement, pour l'instant, notre défi, c'est de savoir comment nous arrivons à faire converger. Il y a des essais, hein. Nuit debout, ils ont essayé d'aller dans les quartiers. Bon, ça a un peu marché. Le DAL a réussi à faire un petit truc, etc. Mais ça n'a pas été massif. Enfin, en tout cas, ça n'a. De la même manière, il y a eu aussi des liaisons qui ont été fortes entre Nuit debout et les manifs contre la loi travail. Hein. Bon, mais on ne peut pas dire qu'on a construit quelque chose de commun. Bon, ben voilà, il reste des choses à faire.